Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition des sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique spécialement dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale chaque fois que nécessaire et aussi mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le mardi 12 mars 2024. Au micro, Xavier Carcin et Alban Eglinger. Bonjour Xavier. Bonjour Alban, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le grand angle de l'émission sera consacré aux enquêtes internes diligentées par les entreprises en cas de harcèlement sexuel ou moral. La mise en place de telles investigations est devenue une véritable obligation pour l'employeur qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de telles situations et, lorsqu'elles existent, de prendre immédiatement les mesures propres à les faire cesser. Cette obligation légale de sécurité impose aux entreprises de réagir très rapidement au signalement, et ce, alors même que le harcèlement est une réalité souvent complexe à cerner et à établir. Les investigations nécessitent des précautions pour protéger les victimes, ainsi que les témoins, pour protéger la réputation de la personne suspectée de harcèlement et, plus généralement, pour préserver le bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent également être suffisamment sérieuses et exhaustives pour établir avec certitude l'existence ou l'absence de harcèlement et permettre de prendre les bonnes décisions et d'être en mesure de les justifier en cas de contentieux. Quand un employeur doit-il diligenter une enquête, dans quel délai, qui doit procéder aux auditions, qui doit être entendu et comment, plus généralement, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre et les écueils à éviter. Telles sont les questions que nous évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la seconde partie, nous évoquerons l'actualité de sujets évoqués au cours de nos précédentes éditions. Nous reviendrons d'abord sur les dernières évolutions concernant l'acquisition de congés payés en cas d'arrêt maladie. Après une décision du Conseil constitutionnel qui n'a pas modifié la situation des entreprises en la matière, nous sommes désormais dans l'attente d'un projet de loi annoncé par le gouvernement pour mettre en conformité le droit français avec le droit de l'Union européenne. Nous évoquerons ensuite la loi du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur au sein des entreprises. Cette loi prévoit certaines obligations qui doivent être mises en place au cours du premier semestre 2024. Enfin, nous finirons sur les suites de la réforme des retraites entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Une négociation interprofessionnelle sur un nouveau pacte de vie au travail est actuellement en cours. L'objet de cette négociation est notamment de tenir compte de l'allongement de la durée du travail. Vous avez le programme, c'est parti. Tout d'abord, Xavier, si la question des enquêtes internes fait aujourd'hui l'objet de très nombreuses études et publications, il s'agit d'un phénomène relativement récent. Peut-on en expliquer les raisons ? D'abord, les entreprises ont depuis toujours mis en œuvre des procédures d'investigation lorsqu'elles faisaient face à des comportements répréhensibles relativement complexes à établir. Il est vrai que la pratique tend aujourd'hui à se systématiser et à se juridiciser. Vous l'avez évoqué, Alban, s'agissant des faits de harcèlement, c'est d'abord le développement des exigences légales et jurisprudentielles relatives aux obligations de l'employeur en matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs qui a conduit à cette systématisation. Au regard des dispositions du Code du travail, l'employeur n'est pas seulement tenu d'une interdiction de commettre des faits de harcèlement, il est tenu de manière plus générale de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires et lorsqu'il est informé de faits de harcèlement, de les faire cesser. Cette obligation d'agir sous peine de voir sa responsabilité engagée conduit à imposer à l'employeur de mettre en œuvre des enquêtes lorsque des faits de harcèlement lui sont signalés pour déterminer la réalité de la situation et en tirer les conséquences. Au-delà des questions de harcèlement, la systématisation des enquêtes internes est une conséquence du développement de la compliance et des procédures d'alerte au sein des entreprises. Effectivement, aujourd'hui, la protection des lanceurs d'alerte impose non seulement de protéger les auteurs de signalement contre une mesure de rétorsion, mais également de mettre en place des canaux internes destinés à faciliter les signalements. Ces dispositifs d'alerte ne sont d'aucune utilité si le signalement ne fait pas l'objet d'un traitement sérieux. Dès lors que le signalement est suffisamment précis, il doit être suivi d'une enquête interne afin d'en cerner la réalité et de permettre de prendre les décisions qui s'imposent. De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'enquête interne en cas de harcèlement ? Quel en est l'objet exact ? L'enquête interne vise en réalité les mesures de toute nature prises au sein de l'entreprise pour appréhender la situation signalée et déterminer les mesures appropriées. En matière de harcèlement, il s'agit d'appréhender des comportements dont auraient été victimes un ou plusieurs salariés de l'entreprise et donc de recueillir des éléments d'information sur la réalité de ces comportements, le ou leurs auteurs, ainsi que leur ampleur. L'objet de l'enquête est double. Il s'agit avant tout de vérifier si les faits sont établis
et plus généralement d'avoir une bonne compréhension de la situation afin de prendre les mesures appropriées. L'enquête a par ailleurs une fonction probatoire puisqu'elle peut permettre, en cas de litige, à l'employeur de justifier du respect de son obligation de sécurité et de démontrer l'absence ou au contraire l'existence de faits de harcèlement. L'enquête interne constitue aujourd'hui un élément déterminant des contentieux prud'homaux en matière de harcèlement. Et Xavier, comment cela se passe-t-il en pratique ? Les investigations impliquent le plus souvent d'organiser des auditions de là où des victimes de signalement, des personnes susceptibles d'avoir été témoins et, dans certains cas, des personnes désignées comme les auteurs des comportements litigieux. Schématiquement, en matière de harcèlement, l'enquête interne s'articule en 3 phases. Une phase préalable de préparation, au cours de laquelle vont être déterminées les conditions de déroulement de l'enquête, notamment la liste des personnes qui seront entendues, ainsi que l'ordre et les modalités d'organisation des auditions. La phase d'audition proprement dite, au cours de laquelle sont recueillis les différents témoignages. Enfin, une phase de restitution des éléments recueillis qui donnera lieu le plus souvent à un rapport écrit. L'employeur arrêtera sa décision sur les suites à donner, au signalement, au regard du contenu et des conclusions de ce rapport. Existe-t-il un cadre juridique contraignant ? Le Code du travail n'impose à l'employeur de diligenter une enquête que dans l'hypothèse où il est saisi par un élu du CSE d'une alerte en raison d'une atteinte aux droits des personnes ou d'un danger grave et immédiat. Dans cette hypothèse, l'employeur est en principe tenu de diligenter une enquête et il doit y associer le représentant du personnel qui a donné l'alerte. Il peut exister dans certaines entreprises des accords collectifs prévoyant la mise en place de procédures internes particulières de traitement des atteintes à la santé au travail et notamment de harcèlement. En dehors de ces hypothèses, il n'existe pas de cadre juridique contraignant et les modalités de mise en œuvre d'une enquête interne devront être déterminées au cas par cas. L'employeur doit-il, en pratique, mettre en place une enquête dès qu'un salarié prétend être victime de harcèlement ? Tout dépend en réalité de la teneur du signalement. Une simple allégation de harcèlement qui ne repose sur aucune donnée factuelle ne va, fort heureusement, pas contraindre l'employeur à diligenter une enquête. Néanmoins, tout signalement doit être pris au sérieux. Il est donc vivement conseillé de répondre systématiquement aux signalements et d'inviter leur auteur à apporter des précisions et des éléments permettant de les étayer. Si aucun fait précis n'est invoqué, ou si les faits sont manifestement insusceptibles de constituer un harcèlement, l'employeur peut ne pas donner suite au signalement et doit en informer son auteur. En revanche, dès que des faits précis susceptibles de constituer un harcèlement sexuel ou moral sont invoqués, l'employeur doit prendre des mesures pour faire cesser ces agissements. S'il existe un doute quant à la matérialité ou à l'ampleur des faits, il doit diligenter une enquête. S'il ne le fait pas, l'employeur commet un manquement à son obligation de sécurité de nature à engager sa responsabilité. Il pourra être condamné à verser aux salariés des dommages et intérêts à ce titre, et ce, même si, in fine, l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel est écartée. Venons-en à présent aux modalités d'enquête. Vous l'avez dit, Xavier, l'enquête interne ne fait l'objet d'aucun encadrement légal contraignant et son mode opératoire peut être défini au cas par cas. N'y a-t-il pas néanmoins de bonnes pratiques qui doivent s'imposer dans toutes les situations ? On doit d'abord insister sur la nécessité de procéder à une analyse approfondie de la situation pour définir un plan d'enquête qui va permettre de déterminer précisément l'objet de l'enquête et le champ des investigations, les informations qui doivent être recueillies, les personnes qui seront auditionnées et les questions qui leur seront posées. Cette phase préalable est indispensable pour déterminer les mesures nécessaires afin d'établir l'existence ou l'absence de faits de harcèlement et permettre que l'enquête soit la plus efficiente possible. Ensuite, s'agissant du déroulement des investigations, 2 points doivent être soulignés. D'une part, l'enquête n'est en aucun cas une enquête pénale et l'employeur ne dispose d'aucun pouvoir de coercition. L'enquête doit avoir pour seul objet de recueillir auprès de chaque personne interrogée sa version des faits de la façon la plus précise et la plus détaillée possible. Les auditions doivent être effectuées de manière neutre, impartiale et objective. Il convient d'éviter toute manœuvre ou toute forme de pression qui pourrait nuire à la crédibilité de l'enquête. D'autre part, la mise en œuvre d'une enquête interne sur des faits de harcèlement doit préserver la santé et la sécurité, mais également la réputation des personnes entendues, et ne doit pas avoir pour effet de désorganiser l'entreprise. Il est donc indispensable de respecter des exigences de discrétion et de confidentialité tant que l'enquête est en cours. Il faut s'abstenir de toute publicité et garantir la confidentialité des échanges en convoquant les personnes intéressées de manière séparée et à des heures différentes pour éviter qu'elles ne se croisent. Enfin, il ne faut pas oublier que l'enquête interne est nominative et que sa mise en œuvre va être à l'origine d'un traitement de données au sens du règlement européen sur la protection des données. Il faut donc s'assurer de la justification du traitement, respecter le principe de minimisation en veillant à ne reproduire que les informations nécessaires à la conduite de l'enquête, en s'assurant de la sécurisation des données et en limitant leur durée de conservation. Qui va mener l'enquête et procéder aux auditions ? L'employeur doit-il associer les représentants du personnel à l'enquête, Xavier ? Sauf dans l'hypothèse où l'enquête fait suite à une alerte d'un membre du CSE ou s'il existe un dispositif contraignant au sein de l'entreprise, l'employeur est libre de déterminer les personnes qui vont conduire l'enquête.
La Cour de cassation a ainsi jugé que l'intervention des représentants du personnel était une simple faculté pour l'employeur et qu'un juge ne pouvait écarter une enquête au motif qu'elle avait été menée par un représentant de l'employeur sans les représentants du personnel. Lorsqu'elle est envisageable, la présence de représentants du personnel peut avoir certaines vertus. Elle peut rassurer les salariés auditionnés et peut offrir un surcroît de crédibilité à l'enquête. La seule contrainte, s'agissant de l'auteur de l'enquête, résulte de l'exigence d'objectivité de celle-ci. Les auditions ne doivent pas être menées par une personne susceptible d'être concernée par les investigations. Peut-on externaliser l'enquête ? Là encore, la Cour de cassation fait preuve de souplesse et laisse une grande liberté aux entreprises. Le juge doit, dans tous les cas, examiner le rapport d'enquête et en apprécier la valeur probante. Il ne peut pas écarter un rapport d'enquête au motif que celle-ci a été réalisée par une personne extérieure à l'entreprise. Un employeur peut donc externaliser l'enquête et en confier la réalisation à un tiers, comme par exemple un cabinet d'avocats ou un cabinet spécialisé dans les risques psychosociaux. L'externalisation peut être particulièrement opportune quand le ou les auteurs des faits litigieux appartiennent à la direction de l'entreprise ou quand des membres du service des ressources humaines sont impliqués. L'externalisation peut être vue comme une garantie d'indépendance qui peut permettre de libérer la parole des personnes auditionnées et d'améliorer la valeur probatoire du rapport d'enquête. Il faut, lorsque l'enquête est confiée à une personne extérieure à l'entreprise, être particulièrement attentif au travail préparatoire réalisé en amont des auditions. Il est aujourd'hui fréquent que des enquêtes internes soient confiées à des avocats. Quels sont les avantages d'une telle pratique et quelles sont les précautions à prendre ? Les enquêtes internes entrent effectivement dans le champ d'intervention de l'avocat. L'Ordre des avocats de Paris a établi en 2016 un vade-mecum de l'avocat chargé d'une enquête interne. Et le Conseil national des barreaux a rédigé en juin 2020 un guide de l'avocat enquêteur. Le recours à un avocat, soumis à un certain nombre de règles, notamment en matière de secret professionnel et d'indépendance, peut constituer une garantie supplémentaire d'objectivité de l'enquête. S'agissant plus particulièrement des enquêtes en matière de harcèlement, un tel professionnel va allier une connaissance précise des règles de droit, une compréhension des problématiques de l'entreprise, ainsi qu'une expérience dans le recueil des preuves qui peuvent s'avérer très précieuses. Dans la mesure où le recours à l'avocat enquêteur se justifie par la volonté de conférer à l'enquête un surcroît d'objectivité et d'indépendance, il est absolument indispensable de s'assurer de l'absence de tout conflit d'intérêts. L'exigence d'indépendance conduit plus généralement à préconiser de ne pas recourir au service de son conseil habituel pour procéder à une enquête. Qui doit être auditionné ? Sur ce point encore, la Cour de cassation refuse de poser des règles impératives et considère que les juges ne peuvent pas écarter un rapport d'enquête au motif que seule une partie des collaborateurs du salarié soupçonné de harcèlement ont été entendus. S'il est préférable de toujours interroger les auteurs du signalement et les personnes identifiées comme des victimes, la détermination de personnes auditionnées est une question stratégique qui doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas. Il faut ici trouver un équilibre entre deux exigences. D'une part, la préservation des intérêts des salariés concernés, qu'il s'agisse des victimes ou des personnes soupçonnées, et du bon fonctionnement de l'entreprise, qui impose de limiter les investigations au strict nécessaire. D'autre part, la nécessité d'avoir une connaissance aussi exhaustive que possible de la situation pour prendre la bonne décision. L'employeur qui procède à une enquête parcellaire et qui omet d'auditionner des personnes dont le témoignage pourrait s'avérer déterminant court le risque de voir les conclusions de son rapport d'enquête démenties et de voir ses décisions remises en cause. Xavier, le principe de la contradiction n'impose-t-il pas d'entendre systématiquement la version des faits du salarié soupçonné ? Pas nécessairement, Alban. L'enquête interne n'est pas une procédure juridictionnelle soumise au principe de la contradiction. Les investigations ont seulement pour objectif de permettre au chef d'entreprise d'avoir une vision aussi précise que possible de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés pour prendre une décision appropriée. La Cour de cassation juge ainsi que le salarié mis en cause ne doit pas obligatoirement être auditionné. Cette audition est, là encore, une question d'opportunité. En toute hypothèse, l'auteur des faits aura la possibilité d'être entendu au cours de l'entretien préalable si une sanction disciplinaire est envisagée. Le respect du principe de la contradiction sera assuré en cas de contestation de la décision de l'employeur par la possibilité de discuter les éléments de preuve produits par ce dernier, notamment le rapport d'enquête, devant les juridictions de jugement. La dernière question, Xavier, concerne la durée de l'enquête. On a bien compris que l'employeur devait, en vertu de son obligation de sécurité, prendre des mesures immédiates pour faire cesser une situation potentielle de harcèlement dont il aurait connaissance. D'un autre côté, on a également compris que la mise en œuvre d'une enquête interne devait faire l'objet de nombreuses précautions et peut donc prendre du temps. Cette situation implique une possibilité pour l'employeur de prendre des mesures conservatoires. Vous avez tout à fait raison, Alban. Là encore, l'employeur est soumis à deux exigences contradictoires. D'une part, agir immédiatement pour ne pas laisser perdurer une situation susceptible de porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés.
D'autre part, agir prudemment et avec circonspection afin de ne pas prendre des décisions injustifiées et de ne pas sanctionner des comportements inexistants ou insusceptibles de caractériser un harcèlement. La Cour de cassation fait preuve de pragmatisme et juge que l'employeur a la possibilité, avant même d'engager une éventuelle procédure disciplinaire, de prendre des mesures provisoires pour assurer la sécurité des personnes dès lors que ces changements n'emportent pas une modification durable du contrat de travail. Elle a ainsi admis que l'auteur présumé d'un harcèlement pouvait être mis en disponibilité provisoire, c'est-à-dire dispensé de travailler avec maintien de sa rémunération. Une telle mesure d'éloignement de l'entreprise est parfois nécessaire, non seulement pour protéger les salariés victimes, mais également pour s'assurer que les auditions se dérouleront dans des conditions sereines. Il est possible de prévoir des mesures de prévention moins lourdes, comme un changement d'affectation temporaire de la victime ou de l'auteur des faits le temps de l'enquête. Attention cependant, cette possibilité de prendre des mesures d'éloignement ou de mutation doit être temporaire et ne pas excéder ce qui est strictement nécessaire. L'employeur doit, en toute hypothèse, se montrer diligent. Une fois de plus, l'employeur doit agir à la fois vite et bien. On aura compris que si elle constitue un outil indispensable pour permettre à l'employeur de respecter ses obligations, la mise en œuvre d'une enquête interne en cas de harcèlement doit être maniée avec précaution et faire l'objet d'une adaptation au cas par cas. Les équipes de KPMG Avocats sont à la disposition des entreprises pour les conseiller et les assister sur ces problématiques. Elles peuvent notamment les conseiller sur les modalités de mise en œuvre d'une enquête et les accompagner tout au long de celle-ci afin de sécuriser les pratiques et limiter les risques contentieux et réputationnels pour l'entreprise. Elles peuvent également, si l'externalisation des investigations s'avère opportune ou nécessaire, procéder à des enquêtes dont les conditions de réalisation auront été précisément définies en amont. Revenons à présent, Xavier, sur les grands sujets que nous avons évoqués sur cette antenne au cours de l'année 2023. Dans notre émission du 16 novembre, nous avons longuement parlé des conséquences des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023. Sur le fondement du droit de l'Union européenne, ces arrêts ont écarté l'application des dispositions du Code du travail faisant obstacle à l'acquisition de congés au cours des périodes d'arrêt maladie. Ce revirement de jurisprudence suscite de nombreuses interrogations quant à sa portée exacte. Depuis notre émission, le Conseil constitutionnel a rendu une décision sur cette question. Qu'apporte cette décision, Xavier ? Peu de choses, Alban. Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 8 février dernier, considéré que les dispositions du Code du travail étaient conformes à la Constitution. Cependant, cette conformité ne remet pas en cause leur contrariété au droit de l'Union européenne. Selon le Conseil constitutionnel, la Constitution ne pose aucune exigence quant aux conditions d'acquisition des congés payés et n'impose pas l'acquisition de congés payés en cas d'arrêt de travail. La Constitution n'interdit pas pour autant de prévoir de telles règles. Le fait que la Constitution n'impose pas l'acquisition de congés payés en période d'arrêt maladie n'empêche pas le droit européen d'imposer une telle exigence. Les dispositions du Code du travail restent donc, en l'état, inapplicables et les périodes d'arrêt maladie donnent désormais droit à l'acquisition de congés payés. Dans l'attente d'une intervention législative, les entreprises demeurent dans l'incertitude quant à l'ampleur exacte de cette acquisition, à l'évaluation de leurs risques financiers et à la stratégie à adopter face à d'éventuelles demandes de salariés. La balle est donc dans le camp du gouvernement qui a annoncé qu'un projet de loi serait prochainement présenté. A-t-on une idée plus précise du calendrier et du contenu du projet à venir ? Aux dernières nouvelles, des réunions de concertation sont encore prévues entre le cabinet de la ministre du Travail et les partenaires sociaux, et aucun calendrier n'a été annoncé. Sur le contenu, le représentant du gouvernement a, au cours de l'audience devant le Conseil constitutionnel, indiqué que l'acquisition de congés ne concernerait que les 4 premières semaines, au moins pour les arrêts de travail d'origine non professionnelle. On peut également s'attendre à ce que le projet instaure, comme l'autorise la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, une durée maximale de report de 15 mois des congés non pris. Pour le reste, l'une des interrogations majeures porte sur le point de savoir si, comme le demandent les organisations patronales, le projet comportera des dispositions destinées à sécuriser la période antérieure aux arrêts du 13 septembre 2023. Affaire à suivre donc. Au cours des sociales de KPMG du mois de juin, nous avions présenté les principales mesures du projet de loi portant transposition d'un accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. La loi a depuis été promulguée le 29 novembre 2023. Quelles sont les conséquences de son entrée en vigueur pour 2024, Xavier ? Pour le détail des mesures, on invite à réécouter l'émission du 8 juin dernier et à se référer aux différentes publications de KPMG Avocats sur cette loi. On rappellera ici que 2 mesures doivent être mises en œuvre par les entreprises au cours du premier semestre 2024. D'abord,
les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues d'ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 en vue de la mise en place, au sein de leurs accords de participation ou d'intéressement, de dispositions relatives à la caractérisation d'un bénéfice exceptionnel et à ses conséquences en termes de partage de la valeur. Rappelons qu'il s'agit d'une obligation de négocier et non de conclure un avenant. Ensuite, les entreprises doivent être attentives au contenu de leur plan d'épargne salariale. En effet, à compter du 1er juillet 2024, tous les plans devront prévoir dans leur règlement la possibilité pour les salariés d'affecter leurs droits sur un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. Dernier point, Xavier. En mars dernier, les nombreux auditeurs de Radio KPMG ont été captivés par votre présentation de la réforme des retraites. On le sait, depuis la loi a été adoptée et a été suivie de nombreux décrets d'application. La réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Le sujet est-il pour autant clos ? Pas vraiment. Vous vous souvenez que le projet de loi, qui prenait la forme d'une loi de financement de la sécurité sociale, comportait 2 types de mesures. D'une part, des mesures paramétriques relatives aux conditions de départ à la retraite, notamment le report de l'âge de la retraite à 64 ans, qui vont conduire à un allongement de la durée du travail. D'autre part, des mesures destinées à faire face à cet allongement, notamment en termes d'emploi des seniors. Un certain nombre de ces mesures destinées à favoriser le maintien dans l'emploi des plus âgés ont été invalidées par le Conseil constitutionnel au motif qu'il s'agissait de cavaliers législatifs qui n'avaient pas leur place dans une loi de financement de sécurité sociale. Ont ainsi été censurées la mise en place d'obligations pour les entreprises de négocier périodiquement sur l'emploi des seniors et de mettre en place un index senior. La création d'un contrat de fin de carrière pour faciliter le recrutement de demandeurs d'emploi âgés de plus de 60 ans, ou encore certaines dispositions en matière de pénibilité. À la suite de cette censure partielle, le gouvernement a choisi de ne pas présenter immédiatement un nouveau projet de loi, mais d'ouvrir une négociation interprofessionnelle relative à un nouveau pacte de vie au travail, portant notamment sur l'emploi des seniors, sur les parcours professionnels et sur la création d'un compte épargne-temps universel. Cette négociation s'est ouverte au mois de décembre dernier et est actuellement en cours. Quelles sont les prochaines étapes ? La négociation, qui est difficile, doit normalement s'achever le 26 mars. Que les partenaires sociaux parviennent ou non à la conclusion d'un accord à cette date, le gouvernement reprendra la main et devrait présenter un projet de loi sur ces questions d'ici l'été 2024. L'actualité sociale ne s'arrête jamais et nous ne manquerons donc pas de sujets à évoquer au cours des mois à venir. Cette édition des Sociales de KPMG touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Nous vous retrouverons avec grand plaisir en mai prochain. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site internet et vous abonner au compte LinkedIn de KPMG Avocat. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter les précédents numéros des Sociales, mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. À bientôt sur nos ondes. Les Sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.